Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. L'histoire est une affaire troublante. Ceux qui la vivent finissent par l'oublier et ceux qui l'ignorent s'embarrassent à l'écrire. C'est signé Boualem Sansal et je pense qu'on va pouvoir dédier cette émission à Boualem Sansal. Cette histoire est sordide, il serait temps que ça s'arrête. Alors, avant d'être un territoire de douleurs partagées, de conflits contemporains et de récits antagonistes, l'Algérie est un sol, une stratification d'humanité longue de plus de 2 millions d'années. En compagnie de l'historien Michel Pierre, nous allons vous entraîner dans l'un des plus anciens sites préhistoriques du monde, par exemple. Là, entre silex taillés, ossements d'hippopotame, galets éclatés par Homo habilis, commence une histoire non pas nationale, mais tellurique, minérale, façonnée par les migrations, les famines, les feux rituels, les cris des fauves et les naissances sans nom, bien sûr. Et puis peu à peu, la pierre brute va céder à l'ocre des parures, aux sépultures ordonnées, aux bifaces symétriques, aux figurines en argile et aux coquilles d'œufs d'autruche transformées en calices. Le Sahara n'est pas encore un désert, c'est une savane humide, parcourue par des troupeaux, des peintres rupestres et des pasteurs visionnaires. À mesure que le climat se referme, l'humain s'adapte, il élève, il commerce, il décore, tout ça vous connaissez par cœur, il enterre ses morts sous des dolmens alignés comme à Bou Nouara ou dans les aounettes creusées à flanc de roche. Alors, pardon pour la prononciation, Michel Pierre me reprendra. Il grave sur la pierre la mémoire d'un monde disparu où cohabitaient girafes, éléphants et guerriers au galop volant. Et à travers tout ça, il y a les récits déjà inventés, mais les récits justement sont aussi des armes. À mesure que l'Antiquité approche, que les Phéniciens accostent, que Carthage puis Rome s'installent, que les royaumes de Numidie se structurent, commence une autre histoire, la vraie histoire, avec un grand H, celle de l'interprétation, de la revendication, de l'appropriation. L'Afrique du Nord devient un objet de conquête, mais aussi de fiction. On fait des Libyens, des Mèdes, des Berbères, des Hébreux, des Autochtones, des descendants de Troyens. Même les plus anciennes industries lithiques deviennent enjeu. Faut-il les relier à l'Europe pour légitimer une présence coloniale future ou les affirmer indigènes pour fonder un droit à l'antériorité, ce qui est encore toujours le cas aujourd'hui? Rome, elle, laisse des traces visibles, tangibles, des routes, des villes, des amphithéâtres, des réseaux hydrauliques, syncrétisme religieux, mais son souvenir va être effacé des traditions locales par l'islam médiéval. Le vandale puis le byzantin ne sont plus que les échos d'un monde qui vacille. Et quand la conquête arabe transforme l'Afrique du Nord en Dar al-Islam, c'est un autre temps encore, une autre mémoire qui s'installe, en conservant parfois les pierres de l'ancien monde. Et pourtant, cette Algérie qui traverse l'Antiquité et le Moyen-Âge, qui subit les migrations hilaliennes, les tribus almohades, les exils andalous, les razzias ibériques, ne cesse de recomposer ses frontières, ses langues, ses croyances. La régence ottomane, souvent réduite à la seule piraterie, va y installer une forme singulière d'État, décentralisé, corsaire, inséré dans les réseaux diplomatiques et commerciaux méditerranéens. On va voir ça. Et quand on arrive enfin à un moment charnière que Michel Pierre appelle « entre terre et mer », l'Algérie est à la fois un corps morcelé, fatigué par les luttes de pouvoir, traversé par des tensions internes et un objet de convoitise pour l'Europe industrielle. Le coup d'éventail au consul de Val qui précipitera la prise d'Alger en 1830 n'est pas le geste dérisoire d'un dais irascible, mais finalement le dernier spasme peut-être d'un système politique à bout de souffle, pris entre la pression ottomane déclinante, la prédation économique locale et l'appétit colonial français. À travers cette première émission, qui couvre, vous l'avez compris, plusieurs millénaires, nous n'allons pas seulement faire œuvre d'historiens, nous allons démonter des mythes parfois, confronter les récits, interroger aussi les silences. Réinstaller l'Algérie dans son épaisseur, non pas comme un simple théâtre d'une colonisation française, mais comme une entité historique, autonome, travaillée par des forces contradictoires, orientée tantôt vers la Méditerranée, tantôt vers le désert, tiraillée entre le centre et les marges, entre les vivants et les morts, entre mémoire et effacement. Donc, vous l'avez compris, en compagnie de Michel Pierre, 5000 ans d'histoire vous raconte l'histoire de l'Algérie, épisode 1, avant la conquête. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous êtes historien, spécialiste de l'Algérie entre autres, vous avez été conseiller à l'ambassade de France d'ailleurs, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur plein de sujets, notamment la colonisation, notamment l'Algérie.
Est-ce que j'ai dit des énormes bêtises? Est-ce que j'ai essayé de résumer la première partie de votre ouvrage? Ah non, bon, le mot bêtise n'appartient pas toujours au langage de l'historien et je m'en garderai bien. Non, d'abord c'est un exercice extrêmement difficile et impossible de faire la synthèse de plusieurs milliers d'histoires. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que je pense que il n'est d'histoire que d'histoire longue. Là, moi, je suis complètement dans la ligne de mon maître Fernand Braudel, ô combien travaillé sur la Méditerranée. Et je pense qu'on ne peut, y compris parler de l'Algérie d'aujourd'hui, que si on l'insère dans ses racines extrêmement profondes, qui ont la réalité des faits de l'historien ou de l'archéologue, et qui ont aujourd'hui, c'est un autre exercice, la construction par l'Algérie contemporaine de son récit national. Donc parler, comme vous l'avez fait, du Sahara par exemple, et de l'art paléolithique, qui évidemment provient d'un territoire qui ne se pensait certainement pas comme étant l'origine d'une nation d'aujourd'hui, sauf que la nation d'aujourd'hui récupère cet héritage d'un Sahara qui a commencé à être lié à des territoires du Nord à déjà une période ancienne. Donc, ce n'est pas complètement illégitime que l'Algérie revendique aussi ce passé saharien et plus loin, comme vous le dites aussi, un passé des origines de l'humanité. Tout pays... L'archéologie, ça sert d'abord à faire de la politique, je dirais, à faire de l'histoire. Donc, que l'Algérie ait eu sur son territoire d'aujourd'hui, qu'on y découvre, qu'on y ait découvert des vestiges paléolithiques, c'est important aussi dans le récit national ou la construction d'une histoire d'aujourd'hui. Donc il est vrai que on trouve en Algérie des vestiges humanoïdes qui remontent à plus de 2 millions d'années, et puis on arrive progressivement à l'époque néolithique, à des communautés d'agriculteurs qui vont s'installer plutôt sur les côtes, dans les régions où l'agriculture est possible. Elle a certainement été un peu dans le Sahara, mais où on était plutôt dans une économie pastorale. Vous avez commencé votre énorme livre, votre somme, dans la collection Texto. Elle fait presque... Faut pas faire peur. Non, mais en gros, si vous voulez le lire pour l'été, vous avez quelques étés disponibles, si vous voulez. Il y a près de 1000 pages en collection Texto. Ceci dit... 1000 pages pour quelques milliers d'années. Oui, finalement, c'est très bien, vous avez raison. Ce qui est bien, c'est pour ça que je suis ravi de vous avoir pour cette émission que j'ai longtemps hésité à faire avant de lire votre livre. Ce qui est bien avec vous, c'est votre objectivité. Et c'est pas facile de trouver un historien sur l'Algérie qui soit objectif. Donc doublement merci. Pourquoi avoir commencé le récit par la source du serpent? Est-ce que c'était important? Oui, on est dans les premiers... Enfin, la source du serpent, c'est le nom traduction de l'arabe, le nom d'un des sites importants de la préhistoire algérienne. Alors, dans des recherches qui ont été faites au temps de la présence française, mais qui se poursuivent aujourd'hui encore. Donc, oui, c'est ce qu'on disait. Ce qui est important, c'est d'aller dans l'origine de cette histoire d'un pays, dans la mesure aussi où le pays en question se revendique de ce passé ancien. Ouais, c'est ça, si l'Algérie d'aujourd'hui n'essayait pas de renouer avec ce passé ancien, ce serait moins pertinent. Mais bon, l'Algérie, c'est 60 ans d'indépendance, c'est encore une jeune nation, donc elle est, de même que la France parle encore beaucoup de Lascaux ou de la grotte Cosquer, bien l'Algérie va à la recherche de sa préhistoire. Alors bien sûr, après, il y a tout un discours peu ou prou empreint d'idéologie, disant en gros qu'on a toujours été là, etc. On va y revenir à tout ça, effectivement, parce que, comme on disait un petit peu en préparant l'émission, on entend tellement d'âneries autour du sujet de l'Algérie. C'est pas mal de revenir un peu sur tout ça. Il y aura une émission 2, évidemment, un épisode 2, bien sûr, qui reviendra sur la présence française. Je vais vous laisser prononcer le nom, parce que je vais éviter d'écorcher les noms, c'est mieux. La source du serpent, c'est Aïn El...
Anesh. Anesh, je ne savais pas si on disait Non, Ek ou Esh, enfin bref. Donc c'est quoi? C'est un symbole cet endroit? C'est l'un des symboles, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple un autre symbole qui est près de Mascara et qui va, je vais vous donner une anecdote personnelle, j'étais effectivement, comme vous l'avez dit à un moment, conseiller à l'ambassade de France à Alger, et un jour, mon ambassadeur m'appelle et me dit la ministre de la Culture algérienne vient de faire un discours devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg, et elle a mentionné le fait que la France possède encore le plus vieux prisonnier du monde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'elle a voulu dire? Alors, j'ai un peu cherché, puis finalement, dans ces cas-là, on trouve. En fait, la ministre en question faisait allusion à ce qu'on appelle l'homme de Tirénif. Alors Tirénif, c'est un site, qui n'est pas petit, près de Mascara, et où, du temps de la présence française, a été découvert des vestiges d'humanoïdes de moins 500 000, moins 700 000. Et en fait, la mandibule qui a été trouvée sur place a ensuite est aujourd'hui toujours au Musée de l'Homme à Paris. Donc la ministre en question réclamait à la France cette mandibule, donc celle du plus vieux prisonnier du monde, ça c'est sûr. Le retour des cendres, comment à plus de moins 500 000, ça devient sérieux. Ce qu'il était moins, c'est effectivement de relier une nation d'aujourd'hui à tant de centaines de milliers d'années. Et ce qu'il était encore moins, c'est que d'un point de vue légal, et selon des périphéries des accords d'Évian, cette mandibule de l'homme de Tirénif peut tout à fait être conservée et gardée en France. Elle est parfaitement documentée, on peut en faire des moulages, ça n'a qu'un intérêt scientifique. Ça a un intérêt scientifique profond, mais ça n'a pas de raison d'être de se retrouver dans tel ou tel musée. Ce qui est important, c'est que scientifiquement, tout soit précisé autour de ce vestige. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.